Bonjour. Avant de ma présentation, je dois donner les conditions pour les photos et les enregistrements. Ne mettez jamais une photo de moi dans Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Ce sont les 3 tentacules d'un monstre de flicage qui sait reconnaître les gens par leur visage ou le dos de la tête. Donc, prière de mettre la photo de quelqu'un dans ce monstre aide son flicage de lui. Donc, je te conseille de ne pas le faire à tes amis et prière de ne pas me le faire, jamais. Deuxièmement, avant de faire une photo de moi avec un mobile, près d'assurer que la fonctionnalité de mettre la géolocalisation dans le metadata est soit éteinte parce que normalement ça contribue au flicage. Dans Android, dans les paramètres de l'application de photos, on peut trouver un paramètre pour le désactiver. Quant aux enregistrements, avant de diffuser des enregistrements de cette conférence-ci, près d'assurer que le site de distribution permette le décharge de copies sans que le visiteur exécute aucun programme privateur. Ça veut dire pas libre. Par exemple, YouTube ne doit pas être utilisé parce que sans exécuter le logiciel privateur dans les pages de YouTube, le navigateur montre une fenêtre blanche, sans rien. Donc, et enfin, mets la licence Creative Commons non dérivée sur mon enregistrement de cette conférence-ci. Enfin, le logiciel libre et l'éducation. D'abord, c'est quoi le logiciel libre? Ça veut dire le logiciel qui respecte la liberté et la communauté des utilisateurs. En anglais, ce n'est pas clair. Je dis free software. Ce n'est pas clair que ça signifie libre, pas gratuit. Parfois, c'est gratuit, parfois non, mais c'est un petit détail secondaire. Ce qui est important, c'est que le logiciel est libre. Ça veut dire qu'il respecte la liberté et la communauté des utilisateurs. Si tu payes ou pas pour obtenir une copie, ça, c'est un petit détail. Mais ayant obtenu une copie, est-ce que ce programme respecte ta liberté? Ça, c'est important. Donc, c'est quoi un programme? C'est quoi un ordinateur? L'ordinateur sait faire une seule chose, prendre la prochaine instruction et faire ce que ça dit. Et la prochaine instruction, et la prochaine millions de fois par seconde, il prend une instruction et fait ce que ça dit. Les instructions viennent d'un programme et selon quelles instructions ce programme contient, le programme fera une chose ou autre ou n'importe quoi, sauf les choses impossibles. Mais hormis les choses impossibles, un programme peut diriger l'ordinateur à faire n'importe quoi. Donc la question éthique de l'informatique, c'est qui donne les instructions à ton ordinateur, à toi? Tu peux croire que ce soit toi, tandis qu'en vérité, c'est quelqu'un d'autre. Tu peux croire que ton ordinateur t'obéisse, tandis qu'en vérité, il obéit toujours à son vrai maître, qui permet gracieusement que l'ordinateur fasse de temps en temps quelque chose pour toi. Avec n'importe quel programme, il y a 2 possibilités, où les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Il n'y a pas d'autre cas, donc c'est toujours l'un ou l'autre. Quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, ce programme est libre. Pourquoi?
Que signifie la liberté? C'est d'avoir le contrôle de ta propre vie, le contrôle des activités que tu fais dans ta vie. Mais si tu utilises un programme pour le faire, le contrôle de l'activité requiert le contrôle du programme. Donc, quand les utilisateurs ont le contrôle de ce programme est libre parce que ce programme respecte leur liberté et leur communauté. Au niveau pratique, pour que les utilisateurs aient ce contrôle, le programme doit porter les 4 libertés essentielles qui font donc les critères pratiques pour un programme libre. La liberté 0 est d'exécuter le programme comme tu veux, pour n'importe quel but. La liberté 1, c'est d'étudier le code source du programme et de le changer pour qu'il fasse ton activité informatique comme tu veux. Il faut le code source pour pouvoir le faire. Voilà du code source, c'est comme un mélange de l'anglais et de la mathématique. Si tu as appris ce langage de programmation, tu peux comprendre le code et le changer pour faire d'autres choses. Mais pour l'exécuter, il faut le convertir en code exécutable, une série énigmatique des 1 et des 0, très difficile à comprendre. Si c'est très, très court comme ce cas-ci, ce n'est pas très difficile. Mais si c'est un peu plus long, ça devient un travail. Et pour un programme normal qui a peut-être 1 million ou 10 millions des 1 et des 0, en ce cas, le travail de les comprendre est énorme et on n'essaie jamais, sauf en cas de désespoir. Donc, pour que la liberté 1 soit réelle, l'utilisateur a besoin du code source et c'est une des conditions pratiques, des critères pour un programme libre. Ces 2 libertés fournissent ensemble le contrôle par séparé. Ça veut dire que chaque utilisateur a le contrôle de ses copies. J'ai la liberté de changer mes copies et tu as la liberté de changer tes copies, mais toujours séparées. Le contrôle par séparé est essentiel, mais ne suffit pas parce que la plupart des utilisateurs ne savent pas programmer. Ils font d'autres choses. Il y a beaucoup de choses importantes et intéressantes et utiles à faire dans la vie. Je ne suis pas d'accord à ce que tout le monde doive savoir programmer. Si tu veux savoir programmer, étudie-le. Mais ceux qui ne savent pas programmer méritent aussi le contrôle de leurs informatiques. Mais comment? Par le contrôle collectif. Ça veut dire la liberté de collaborer avec les autres en exerçant le contrôle du programme. Voilà un groupe de 3 utilisateurs qui collaborent, exerçant le contrôle, et l'utilisateur à gauche ne touche pas le code, mais on suppose qu'il participe dans des conversations au sujet de quels changements ils feront. Et comme ça, ils participent dans le contrôle. Voici comment l'utilisateur non programmeur peut participer. Ceux qui collaborent sont ceux qui veulent collaborer. En bas, il y a 2 autres utilisateurs qui ne participent pas dans le groupe, mais demain, s'ils veulent, ils peuvent commencer, s'ils se connaissent. Le contrôle collectif requiert 2 libertés essentielles en plus. La liberté 2 est de faire des copies exactes pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces 2 libertés, un groupe peut fonctionner. Si quelqu'un dans le groupe fait une version modifiée, par la liberté 3, il peut en faire des copies pour distribuer aux autres dans le groupe. Et eux
pour leur liberté d'eux, peuvent en faire d'autres copies pour les redistribuer aux autres membres du groupe. Mais le groupe n'a pas besoin d'une existence formelle ni une liste de membres. Les gens qui collaborent sont, par définition, un groupe. Donc, les libertés 2 et 3 ne sont pas limitées à l'intérieur de quelques groupes. Il s'applique à distribuer des copies à n'importe qui. Donc, n'importe quel membre du groupe qui a reçu une copie peut en distribuer d'autres copies, même au grand public. Donc, si le programme porte les 4 libertés essentielles de manière adéquate, il est un logiciel libre parce qu'il respecte la liberté et la communauté des utilisateurs. Mais c'est une des libertés essentielles manque ou est insuffisante, en ce que les utilisateurs n'ont pas le contrôle de ce programme, mais plutôt au contraire, c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme et donc indirectement exerce du pouvoir injuste sur ceux qui l'utilisent. Voici l'injustice fondamentale d'un programme pas libre, que nous appelons privateur, parce que par sa manière de distribution, sa tendance est de priver de la liberté aux utilisateurs. Voici un programme injuste qui ne devrait pas exister. Si tu as le choix de développer un programme privateur ou ne rien faire, tu dois ne rien faire parce que comme ça, tu ne fais pas mal, tu ne construis pas d'injustice. Il faut ne pas construire de l'injustice. Ah, si quelqu'un te menace avec une arme, je pourrais te pardonner. Mais quand tu as la possibilité de refuser, tu dois refuser. Voici l'injustice de base, mais qui mène à d'autres injustices secondaires, parce que les propriétaires actuellement sont conscients de leur pouvoir et cherchent des manières de l'abuser pour gagner même plus aux dépens de ses propres utilisateurs, introduisant des fonctionnalités malveillantes dans le programme privateur. Voici les autres injustices, par exemple du flicage, et que ce soit fait par une entreprise ou par l'État, en tout cas c'est du flicage parce que l'État a des manières de prendre les données. Aux États-Unis, c'est le Pat Riot Act qui autorise l'FBI à prendre n'importe quelle base de données, même sans même ordre du tribunal. Donc, le collecte des données par une entreprise se fait à l'égard de l'État, que l'entreprise le veuille ou pas. Voici donc l'escroquerie d'Amazon, The Amazon Swindle, un produit lecteur de livres numériques qui transmet toutes les actions de l'utilisateur au serveur d'Amazon, le nom du livre, le numéro de la page, si l'utilisateur entre des notes transmises à Amazon, mais beaucoup de programmes privateurs fliquent tous les systèmes d'exploitation communs privateurs fliquent l'utilisateur, ça veut dire Windows, macOS, Android, iOS et Chromos. Chacun transmet des données personnelles. Mais aussi beaucoup d'applications, beaucoup de programmes. Il y a aussi des produits liés inséparablement à un serveur, par exemple le Fitbit. Le Fitbit transmet les données personnelles de l'utilisateur au serveur du fabricant qui offre de les vendre à l'utilisateur dont ils sont les données. Mais aussi, si l'entreprise
éteint le serveur, le produit arrête de fonctionner. Et c'est normal, ça a lieu plusieurs fois, où l'entreprise peut changer le serveur pour exiger d'autres données personnelles pour pouvoir fliquer même plus l'utilisateur, et les utilisateurs n'ont pas de défense contre ça. Il faut rejeter les produits qui espionnent et les produits liés à un serveur spécifique. Si tu veux utiliser un électroménager, faut qu'avec un ordinateur dedans, il faut que cet ordinateur se communique directement à ton ordinateur sans passer par un serveur d'autre. Mais, et donc, normalement, ce n'est pas comme ça. Ils sont fabriqués pour se communiquer au serveur du fabricant et il faut rejeter ces produits. Quand ils disent Internet of Things, entend Internet of Stings. Il y a aussi les menottes numériques. En anglais, Digital Restrictions Management, DRM, la fonctionnalité de refuser de faire ce que les utilisateurs veulent faire. Et ils savent très bien ce que les utilisateurs voudront faire et ils passent des années de travaux pour assurer que ce soit impossible. Ce sont des produits fabriqués exprès pour restreindre l'utilisateur, donc ennemi de l'utilisateur. Je ne les utilise jamais. Par exemple, les disques Blu-ray, sans logiciel libre pour faire le travail de les lire, je ne les utilise pas. Et je ne les utiliserai jamais dans ma vie sans pouvoir le faire avec uniquement du logiciel libre, parce que ma liberté me vaut plus que regarder tous les films du monde. Il y a aussi les portes dérobées qui écoutent pour recevoir des commandes à distance pour faire quelque chose d'injuste, quelque chose de sale à l'utilisateur. Parce que si ce n'était pas sale, il suffirait d'y mettre une fonctionnalité pour que l'utilisateur puisse l'invoquer quand il veut. Mais sachant que c'est un coup sale, ils l'invoquent par porte dérobée. L'escroquerie d'Amazon, the Amazon Swindle, a une porte dérobée pour supprimer les livres à distance. Nous le savons par observation. En 2009, Amazon a supprimé des milliers d'exemplaires d'un livre et qui a disparu des lecteurs, des utilisateurs. Et c'était quel livre? 1984 de George Orwell. Le choix le plus ironique possible. Et donc, il y avait beaucoup de critiques et Amazon a dit qu'il ne le ferait jamais plus, sauf sous ordre de l'État. Oui, c'était une promesse pas très réconfortante, mais ce n'était pas vraiment une promesse, c'était quelque chose à dire pour désanimer les critiques, mais sans force légale. Donc, 3 ans plus tard, Amazon a recommencé à supprimer des livres à distance, sans même ordre de l'État. Une porte dérobée dans une voiture sans conducteur serait même plus dangereuse encore parce qu'il pourrait être utilisé pour transporter quelqu'un aux casernes de la police secrète pour être torturé. Et c'est clair que la Chine le fera, la Turquie,
Mais les États-Unis, qui sait? Canada, qui sait? Je voudrais bien pouvoir être certain que les États-Unis ne le fassent pas, mais nous ne pouvons pas être certains. Il faut résister l'utilisation des voitures sans chauffeur s'il peut y avoir la porte dérobée. Ça veut dire si le logiciel n'est pas libre et sous le contrôle des utilisateurs, mais nous savons qu'ils développent le logiciel de porte dérobée. J'ai mis un lien dans mon site personnel au projet de porte dérobée pour conduite à distance des voitures sans conducteur. Il y a aussi la censure. Apple était le pionnier dans le développement des ordinateurs d'utilisation générale avec la censure des applications. C'était l'iPhone qui refusait l'installation des programmes pas approuvés par Apple. Et Apple pratiquait ce pouvoir de censure selon ses intérêts commerciaux et ses politiques arbitrairement jusqu'à 2017 quand la Chine ordonnait à Apple de censurer les applications de réseaux virtuels privés. Et Apple a découvert qu'il était obligé de censurer pour la Chine. Mais uniquement parce qu'Apple s'est doté de ce pouvoir de censure. Si Apple ne l'avait pas fait, il aurait eu une excuse. Mais la Chine, nous ne pouvons rien faire. C'est hors de notre contrôle quelles applications les utilisateurs installent. Mais non plus, pas dans l'iPhone. Mais il y a même des portes dérobées universelles, ça veut dire avec le pouvoir d'imposer des changements de logiciel. Windows contient une porte dérobée universelle. Depuis Windows XP, Microsoft ne l'admettait pas, mais chez Windows Vista, Microsoft a annoncé avec fierté ce pouvoir, mais sous autre nom. Il s'appelle auto-actualisation, mise à jour automatique, je ne sais pas le dire bien en français. Donc c'est la même chose, mais sous un nom qui paraît joli. Il y a aussi une porte dérobée universelle dans les escroqueries d'Amazon et dans presque tous les téléphones mobiles qui s'utilisent pour les convertir en dispositifs d'écoute 24/24, sans manière de le désactiver, parce que le téléphone n'a pas d'interrupteur, seulement un bouton pour Seigneur téléphone, je vous prie de vous éteindre. Mais une fois modifié en dispositif d'écoute, il refuse de s'éteindre, mais il fait semblant de s'éteindre. C'est pour ça que je n'ai pas de téléphone portable. C'est mon devoir de citoyen résister à cette attaque aux droits de l'humain. Donc, le logiciel privateur est plein d'injustices. Aussi une autre manière de saboter l'utilisateur, même sans porte dérobée universelle. Nous savons, grâce à Bloomberg News, que Microsoft, quand il reçoit l'information d'une faute de sécurité dans Windows, avant de le corriger, il l'enseigne à la NSA pour que cette agence puisse entrer dans les ordinateurs de tous les clients de Microsoft. Crois-tu que l'État canadien doit utiliser Windows? Évidemment pas. L'utilisation du logiciel privateur par les agences publiques
abîment la souveraineté informatique du pays. Et leur utilisation dans une agence à fonction critique met en danger la sécurité nationale. Donc, le logiciel privateur est d'habitude du maliciel. Et nous avons des centaines de cas spécifiques documentés avec des références à la presse dans gnu.org/malware. Et ils le font parce qu'ils savent gagner plus d'argent comme ça. Pour eux, notre liberté ne compte pour rien. Notre bien ne compte pour rien. Les clients existent pour être manipulés et maltraités. Il faut indiquer que n'importe quel programme peut être distribué comme du logiciel libre ou comme du logiciel privateur, et c'est même possible de le distribuer des deux manières parallèlement au même temps. Parce qu'il ne s'agit pas directement de que dit le code, mais uniquement de comment c'est offert au public. Donc, on peut offrir le même code de deux manières parallèlement au public, de la manière juste et la manière injuste. Tandis que la différence entre le maliciel et le logiciel honnête s'agit de que dit le code même. Donc, les deux sont indépendants, honnêtes ou malveillants, libres ou privateurs, sont indépendants comme choix. Et donc, on peut avoir, toutes les combinaisons sont possibles, mais en pratique, le logiciel libre d'habitude est honnête et le logiciel privateur d'habitude est du maliciel, parce que les développeurs du privateur ressentent toujours la tentation de leur pouvoir. Leur pouvoir les corrompt. Et par contre, les contributeurs au logiciel libre savons que nous n'avons pas de pouvoir, donc nous sommes protégés de la corruption. Enfin, c'est la communauté des utilisateurs qui a le contrôle, pas nous. Si nous faisons quelque chose que les utilisateurs n'aiment pas, ils changeront ce que nous avions fait. Donc, il n'y a pas de manière de vérifier qu'un programme privateur soit honnête. Je suppose que dans les centaines de milliers de programmes privateurs, il y en a qui soient honnêtes, mais nous ne pouvons pas les identifier, ni un parmi les milliers. La seule manière d'utiliser un programme privateur et de faire confiance à un programme privateur et par la foi aveugle. Souvent, la foi à une entreprise qui a déjà démontré qu'elle ne mérite pas de telle foi. Mais chez le logiciel libre, la confiance rationnelle est possible parce que tu sais qu'il y a une communauté d'utilisateurs qui a le contrôle final de ce programme, que la communauté peut se protéger. Ce n'est pas une défense parfaite, ce n'est pas garanti, mais c'est une défense, la seule défense connue contre le maliciel. C'est à la communauté de l'exercer de manière plus active. Donc, l'utilisation d'un programme privateur est une manière de te faire avoir. Et il faut s'échapper et venir à vivre avec nous dans le monde libre que nous avons construit avec le système d'exploitation GNU et le noyau Linux,
qui s'utilisent ensemble dans une combinaison, le système GNU et Linux, qui souvent est appelé Linux tout court, ce qui n'est pas juste, il faut ne pas l'appeler comme ça. Près de nous donner la reconnaissance égale en disant GNU et Linux, même si les autres ne le font pas. Si quelqu'un fait une version de GNU et Linux et l'appelle quoi que ce soit Linux, non, ce nom n'est pas correct. Vraiment, il s'agit de quoi que ce soit GNU et Linux. C'est ce qu'il faut dire pour corriger leur erreur. Et c'est dommage, mais entre les milliers de distributions de GNU et Linux, presque toutes contiennent du logiciel privateur. Il y a quelque peu qui sont 100% logiciels libres et pour d'autres, pour d'informations davantage, regarde gnu.org/distros. Les pages web viennent souvent avec des programmes. Ces programmes peuvent être libres ou privateurs. Souvent, ils sont privateurs. Il faut exiger que les sites web changent. Donc, une des raisons pour ne pas utiliser Eventbrite, c'est parce qu'il exige que l'utilisateur exécute du logiciel privateur. C'est injuste. Pressionner les autres à exécuter du logiciel privateur et de les maltraiter, il faut ne pas le faire. Donc, je prie que l'ADTE, la prochaine fois, arrête d'utiliser Eventbrite. Mais il y a une autre raison pour ne pas l'utiliser, parce qu'il fait du flicage. Une entreprise n'a pas le droit de savoir qui vient ici. Ça donne les données personnelles de chaque participant à une entreprise qui n'a pas le droit de le savoir. Donc, je prie à l'ADTE de ne plus utiliser Eventbrite. Autre manière de perdre le contrôle de ton informatique, qui s'applique aussi aux organisations, est de le confier à un service géré par des autres, comme par exemple Eventbrite. Si tu es une organisation et tu veux garder les noms et les adresses des participants dans un événement ou de tes membres, c'est normal, mais ne le confie pas à une entreprise parce que l'entreprise n'a pas le droit de savoir ni d'avoir le contrôle de l'informatique que tu fais comme organisation avec tes données. C'est l'organisation qui doit avoir le contrôle de son informatique. Comme tu, en tant qu'humain, dois avoir le contrôle de ton informatique personnelle. Enfin, le Service as a Software Substitute est l'équivalent d'utiliser un programme privateur. Les deux doivent être évités et rejetés pour les mêmes raisons. Un des obstacles pour la liberté est l'expression open source et plus largement le mot ouvert. Beaucoup aiment le mot ouvert parce qu'il est faible. L'idée de défendre un principe, qu'il y ait une ligne à ne pas franchir, c'est absent complètement dans le mot ouvert. Ouvert suggère « Ah, nous sommes gentils, nous faisons attention aux autres », mais ne suggère pas qu'il s'agit de respecter les droits des autres. Et ils ont commencé à dire open source, c'était à 98, comme réaction à l'encontre du mouvement du logiciel libre. Parce que nous défendions la liberté comme principe, nous avons défini une ligne de justice. De l'autre côté, on fait de l'injustice à l'utilisateur. Il faut ne jamais le faire. Ceux qui
ont commencé à dire Open ne voulait pas avoir une ligne, ne voulait pas reconnaître une idée d'injustice à l'utilisateur, ni des libertés que l'utilisateur mérite. Ils ont fait une définition, un critère, mais ce qui manque est l'idée que de ne pas suivre ce critère soit une injustice. Selon eux, ce n'est qu'une préférence du développeur. Ils proposent que le développeur respecte enfin des libertés, mais refusent de dire que l'utilisateur mérite ces libertés. Voici ce qui manque et pourquoi je n'appuie jamais les causes ouvertes. Parce que c'est trop faible. Il faut identifier dans n'importe quel champ les droits essentiels pour les utilisateurs, puis les défendre et lutter pour les établir. Les droits essentiels varient selon le champ. Je ne traite pas tous les champs de la vie de manière égale, mais merde. Mais les droits qui soient essentiels dans un champ doivent être établis fermement. Et donc, je trouve que c'est une perte quand le mot open ou ouvert soit adopté dans un champ. Et souvent, ce qu'ils veulent faire n'est pas mauvais. Donc, je ne lutte pas contre cette campagne, mais je donne mon temps à d'autres choses qui promeuvent l'idée de liberté en même temps qu'une activité avec des résultats utiles. Malheureusement, depuis 1998, le mot ouvert est très utilisé. Beaucoup disent qu'ils appuient la source ouverte et une petite fraction appuie le logiciel libre, donc il faut lutter. Avant 1998, notre logiciel diffusait l'idée de logiciel libre, mais avec des milliers de gens disant toujours open source, ils ont séparé notre logiciel de nos idées. Donc, il faut faire des conférences pour expliquer les idées du logiciel libre aux gens qui erronément m'associent avec open source. Je dois les expliquer que ça, c'est la philosophie de ceux qui ont rejeté la mienne. Que moi, je défends la liberté des utilisateurs. Et donc, je n'appuie pas l'open source. Les écoles doivent enseigner uniquement le logiciel libre. Et pas comme politique mystérieuse, sans explication. Non, au contraire, chaque classe doit expliquer pourquoi il suit cette politique, pour appuyer la mission sociale de l'éducation. Et quand je dis les écoles, ça signifie toutes les institutions et les activités éducatives de n'importe quel niveau. Et quand je dis enseigner, ça ne se limite pas à l'instruction formelle, mais quoi que l'école fasse, qui dirige les élèves à utiliser tel ou tel programme. En tous ces cas, les programmes doivent être libres. Parce que la mission sociale de l'éducation, c'est de produire une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Dans l'informatique, ça veut dire de graduer des utilisateurs
habitués au logiciel libre et donc capables de participer dans une telle société. Et l'école ne doit jamais enseigner l'utilisation d'un programme privateur parce que ce serait d'implanter de la dépendance au futur de la société, qui va directement à l'encontre de la mission sociale de l'éducation. Il faut ne pas le faire. Il faut ne jamais enseigner ni Windows, ni MacOS, ni Chromos. C'est comme enseigner à fumer le tabac. Mais il y a aussi l'éducation morale en la citoyenneté, d'enseigner l'habitude d'aider les autres. Et donc, chaque classe doit avoir la règle suivante. Les élèves, si tu apportes un programme à cette classe, tu ne dois pas le garder pour toi. Tu dois partager des copies avec les autres dans la classe, y compris le code source, au cas où quelqu'un veut apprendre, parce que cette classe est un lieu pour partager les connaissances. Donc, il est interdit d'apporter un programme privateur à cette classe. Mais l'école doit suivre sa propre règle pour donner le bon exemple. L'école doit apporter uniquement du logiciel libre à la classe et partager le code source de tous les programmes aux élèves, aux étudiants. Mais il y a aussi l'éducation dans la programmation. N'importe quel programme incorpore des connaissances. S'il est libre, il offre ces connaissances aux étudiants. Mais s'il est privateur, il refuse ces connaissances aux étudiants. Un programme privateur est donc l'ennemi de l'esprit de l'éducation. Il ne doit pas être toléré dans une école. Et comment est-ce qu'on apprend à écrire bien le code? En lisant et écrivant beaucoup de code, mais seulement le logiciel libre offre l'opportunité de lire le code des grands programmes qui s'utilisent. Et comment commencer à apprendre à écrire bien le code pour des grands programmes? Au commencement, on n'est pas encore capable d'écrire un grand programme depuis zéro et le faire bien. Il faut apprendre en écrivant des changements peut-être petits pour des grands programmes, mais seulement le logiciel libre offre l'opportunité de le faire. Donc, pour que l'école offre l'opportunité de maîtriser l'art de la programmation, il doit être une école de logiciel libre. Les droits humains dépendent les uns des autres. Ça veut dire que si nous perdons un droit humain, il devient plus difficile de défendre les autres. Vu que nous utilisons de l'informatique pour faire beaucoup d'activités essentielles dans la vie, le logiciel libre, ça veut dire plus largement le contrôle de notre informatique, est devenu un des droits humains essentiels pour défendre les autres. Et ça requiert parfois de faire des sacrifices. Nous avons produit une génération peu disposée à faire des sacrifices pour la liberté, donc très vulnérable. Il faut donner l'exemple de faire des sacrifices, de dire « je n'utilise pas les voitures d'Uber parce qu'il faut exécuter un programme privateur, je refuse. Et il faut être fliqué, je refuse. Moi, je refuse de monter dans une voiture d'Uber, même si quelqu'un d'autre l'est appelé le pays, parce qu'en ce cas, je perds une opportunité de résister. Et je me demande si les chauffeurs réellement adorent Saint-Hubert.
Donc, il faut que nous nous habituons à faire des sacrifices presque automatiquement. Ah, ça requiert un programme privateur? Non, bien sûr. Automatiquement, non, non jamais. Et comme ça, nous pouvons vaincre le logiciel privateur. Mais les écoles doivent enseigner les gens à faire des sacrifices pour leur bien de plus long terme, comme visiter le dentiste, ne pas attendre que ce soit trop tard. C'est une des leçons très importantes de la vie. Comment nous aider? Si tu sais programmer bien, écris du logiciel libre, mais la majorité ne savent pas programmer bien. Mais donc, ils doivent faire d'autres travaux, comme organiser le mouvement. Des groupes activistes locaux peuvent être très efficaces et très importants, qui ont besoin des conférenciers, des organisateurs. On peut essayer de persuader les écoles et les États à migrer au logiciel libre. Si tu es expert dans l'utilisation du système, tu peux aider les autres. Tu peux aller au groupe d'utilisateurs de GNU et Linux pour aider des utilisateurs. Si ce groupe s'appelle erronément groupe d'utilisateurs de Linux, tu peux y aller pour aider les utilisateurs et expliquer pourquoi le groupe doit changer de nom. Et surtout, en disant toujours free software, logiciel libre et pas open source, tu peux diffuser la philosophie de liberté. Mais il y a des dizaines d'autres travaux dont nous avons besoin. Regarde gnu.org/help. /philosophy contient des articles sur la philosophie du logiciel libre, des points politiques. /licenses explique lesquelles sont les licences libres, les avantages et désavantages de chacune, et comment nous choisissons une licence pour une œuvre, comment appliquer les licences, leurs conséquences, etc. /GNU, /government présente les politiques proposées pour la migration d'un État. /education explique les choses pertinentes aux institutions éducatives. /GNU présente l'histoire de GNU. /malware, les exemples de programmes privateurs du maliciel. Et /distros distingue entre les distributions GNU et Linux. Et il faut noter que les mêmes arguments s'appliquent aux ressources éducatives. Et voici le mal que le mot open a fait. Dans le logiciel, si un programme se qualifie de open source, presque certain qu'il est libre aussi. Il y a très peu d'exceptions. Je me souviens du nom d'une exception, mais ce sont assez rares. Mais dans l'éducation, c'est différent, parce que presque toutes les ressources éducatives ouvertes ne sont pas libres. Ils portent des licences trop restrictives, et donc c'est un problème très grave, pas seulement de nom, mais de substance. Donc, il ne suffit pas qu'une ressource éducative soit ouverte. Il faut vérifier, est-ce libre? MIT OpenCourseWare a commencé ce problème parce qu'il a adopté une licence pas libre, trop restrictive. Puis edX fait des courses pas libres. Des injustices partout. Donc, il faut remplacer les ressources éducatives ouvertes mais pas libres par des ressources éducatives libres. Si tu es éducateur, prière de participer dans ce travail de développement des ressources éducatives libres. Merci.
nous allons prendre quelques questions. Dans le milieu de l'enseignement, on aimerait beaucoup utiliser plus de logiciels libres, mais une de nos missions, c'est de préparer les étudiants pour le milieu du travail. Et puisque c'est très peu utilisé dans le milieu du travail, des fois, on a à prendre la décision, est-ce qu'on veut plus les préparer ou est-ce qu'on veut... Je n'ai pas entendu tout ça, mais j'ai entendu le commencement. Cet argument qu'il faut enseigner des programmes injustes comme Windows parce que les entreprises d'habitude utilisent Windows est erroné. Si quelqu'un sait faire un travail avec l'ordinateur, il peut facilement apprendre à utiliser d'autres outils pour ce travail parce qu'ils sont plus ou moins pareils. Donc, voici un exemple de la phénomène que j'appelle l'inertie sociale. Il y a les entreprises qui disent nous devons utiliser Windows parce que les écoles graduent des utilisateurs de Windows et les écoles qui disent nous devons enseigner Windows parce que les entreprises utilisent Windows. Donc voici les deux et chacun attend l'autre pour changer. Qui donc a le devoir de commencer le changement? L'école, parce que l'école a une mission sociale. L'entreprise n'est pas censée d'avoir une mission sociale, donc la responsabilité tombe à l'école. L'école doit enseigner le logiciel libre et dire aux entreprises, si vous désirez des utilisateurs de Windows, c'est à vous de faire cette formation. Parce qu'il y a une différence entre l'éducation et la formation. Ça répond à ma question. Merci. Merci. Merci pour la présentation. Qu'est-ce qu'on travaille comme aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais maintenant, en 2018? Des nouveaux projets, des choses? Je n'ai pas de projet de programmation. I have been involuntarily self-promoted into management. Merci. Mais j'écris un manuel du langage C pour le compilateur GCC. C'est une faute de ne pas avoir un manuel libre pour l'apprentissage de C et comme référence pour le langage. Quand ce soit prêt. Merci, M. Stallman.